sommes le second groupe du lycée Potier qui est associé avec le laboratoire ICOA dans le cadre du projet Édifice sous la tutelle de notre doctorant, M. Nicolas Biteau, qui est ici. Nous allons aujourd'hui vous présenter nos travaux sur la conception des inhibiteurs de la flavine dépendante timidylate synthase pour des antimicrobiens à large spectre. Alors tout d'abord, nous allons vous définir qu'est-ce que la flavine dépendante timidylate synthase. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons expliquer ce que sont que les antibiotiques et l'ADN. La troisième partie sera consacrée à toutes les méthodes de chromatographie. Puis ensuite, nous allons vous montrer une expérience que nous avons élaborée durant nos séjours au laboratoire. Et enfin, nous allons vous expliquer ce qu'est le micro-ondes et la RMN. Alors, bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé alerte depuis une dizaine d'années d'une multirésistance de bactéries à de nombreux médicaments, impliquant des milliers de morts chaque année. Donc, la flavine dépendante timidylate synthase, dite FDTS, est une enzyme impliquée dans la voie de la thymidine chez les bactéries. Comme vous pouvez le voir ici, le désoxyuridine monophosphate DUMP est transformé en désoxythymidine monophosphate DTMP par le biais de la FDTS. Ici, vous pouvez voir un schéma regroupant les bactéries associées à la FDTS, comme la tuberculose, la syphilis ou encore la lèpre. La FDTS est une enzyme absente de l'homme, donc spécifique des bactéries. Elle représente donc une voie d'inhibition extrêmement sélective. Je vais vous expliquer le terme de synthèse. Donc, une synthèse ou une conception chimique est un ensemble de réactions mises en œuvre pour l'obtention de produits finaux. Elles peuvent très bien être réalisées en laboratoire de recherche avec des doses en grammes ou en milligrammes, qu'être réalisées dans l'industrie chimique avec des doses en kilogrammes, voire en tonnes. Lorsqu'on réalise une synthèse chimique, on procède par 4 étapes. Tout d'abord, on transforme les réactifs en produits. Ensuite, on fait un suivi de réaction par CCM. Puis, on traite le milieu réactionnel et enfin, on fait une analyse des produits obtenus par RMN. Donc, pour vous expliquer simplement, une synthèse, on en utilise tous les jours au quotidien. Par exemple, on prend un bout de viande et de la sauce, on fait chauffer ou non, et on obtient un plat. Donc voilà, c'est exactement le même principe. Ensuite, je vais vous expliquer le terme d'inhibiteur. Donc, un inhibiteur est un composé capable de limiter et même stopper un mécanisme biologique ou une réaction chimique. Un inhibiteur peut être lui-même le produit de la réaction qu'il stoppe. On parle ici d'une réaction auto-inhibitrice. Donc pareil, on a de l'eau en ébullition et de l'eau froide. On met de l'eau froide dans l'eau en ébullition et on stoppe complètement le mécanisme. C'est exactement le même principe que fait l'inhibiteur. Je vais laisser la parole à Louis. Donc, je vais maintenant vous parler des antibiotiques. L'antibiotique est une substance chimique organique d'origine naturelle ou synthétique, inhibant ou tuant les bactéries pathogènes. Ils sont généralement prescrits par un médecin en cas d'infection. Le docteur Alexander Fleming a découvert le premier antibiotique qui est la pénicilline le 3 septembre 1928. Il a découvert accidentellement lorsqu'il revient de vacances et découvre dans son laboratoire des boîtes de pétri où il avait fait pousser des cultures de staphylocoque envahies par des colonies cotonneuses de moisissures d'un blanc verdâtre qui ont été contaminées par un champignon de type Penicillium. Donc, les molécules d'ADN ou d'acide désoxyribonucléique sont formées de 2 brins enroulés sur eux-mêmes. Chacun des brins est un polymère appelé polynucléotide. Chaque monomère qui le constitue est un nucléotide sur lequel est formée une base nucléique ou azotée qui est lui-même lié à un groupe phosphate. Donc, voici les différentes bases puriques et pyrimidiques. On remarque que l'adénine et la thymine sont complémentaires et que la guanine et cytosine également. La complémentarité se fait par liaison d'hydrogène. Donc l'ADN, c'est ce qui fait que l'ADN est enroulé sur lui-même. Et on retrouve également les différentes bases dans les nucléotides. Ce sont des nucléosides avec un phosphate sur le carbone 5 du pentose. On parle aussi d'ester phosphorique de nucléoside. Et donc un nucléoside, c'est une molécule qui est formée soit d'un ribose, soit d'un désoxyribose, avec soit une base purique, soit une base pyrimidique. Alors, la chromatographie, ça regroupe un ensemble de techniques qui permettent de séparer, de quantifier, d'analyser les produits d'un mélange complexe.
sont des techniques utilisées en laboratoire. Parmi celles-ci, on a utilisé et découvert la chromatographie sur couche mince, la CCM, la chromatographie en phase gazeuse, la CPG, et enfin la chromatographie sur colonne. La chromatographie sur couche mince que vous pouvez voir ici est une technique d'analyse et de purification. Sur une plaque de silice où se trouvent les dépôts et placé dans un pot diluant. Ce dernier, par capillarité, va monter en entraînant les dépôts chimiques. Si deux tâches sont au même niveau, alors elles ont le même rapport frontal. C'est la présence d'une référence qui permet d'en déduire qui est quoi. Enfin, on va passer la plaque à un révélateur chimique ou une lampe UV afin de les voir. Ensuite, il y a la chromatographie en phase gazeuse. C'est une méthode d'analyse et de purification également, et de quantification, pardon. Le produit est introduit dans l'injecteur, chaud à une certaine température, et va, grâce au gaz vecteur, migrer le long de la colonne de 30 mètres présente dans le four tempéré, 30 mètres à rouler sur elle-même, présente dans le four thermostaté, pour ensuite arriver au détecteur où le pourcentage de chaque produit est donné via l'air sous le pic. Ensuite, on a la chromatographie sur colonne. C'est une méthode de purification. Elle permet de purifier les produits de réaction. Pour ce faire, on place dans la colonne de bas en haut le morceau de coton, une couche de sable, le silice avec le solvant apolaire, le dépôt solide et enfin une couche de sable. On augmente la polarité de l'éluant pour faire migrer le dépôt et on peut mettre la colonne sous pression afin d'augmenter l'élution. Je vais maintenant vous parler de l'une des expériences que nous avons faites en laboratoire. Il s'agit de la synthèse du benzydrol. La synthèse du benzydrol consiste en la réduction d'une cétone qui se transforme en alcool. Pour ce faire, nous mélangeons de la benzophénone avec de l'éthanol ou du THF à 96%. Nous plaçons le mélange dans un tricol et nous agitons à température ambiante jusqu'à dissolution totale. Ensuite, nous plaçons un thermomètre. Nous plaçons un thermomètre ici, au niveau de l'une des ouvertures du tricol. Le mélange se trouve ici. Ensuite, nous ajoutons le réducteur en plusieurs fois pour éviter une montée en température et un dégagement d'eau par l'ouverture qui est tout en haut. Ensuite, pour le traitement, une fois que les mélanges c'est bien fait, nous ajoutons de l'eau goutte à goutte pour éviter une ébullition, toujours due à cause de la montée en température et du dégagement d'eau. Ensuite, nous faisons une filtration. En fait, il s'agit de séparer les produits. Il y a d'abord la phase organique qui est ici, et ensuite la phase solide. Nous nous intéressons à la phase solide. En fait, il s'agit d'un solide blanc. Après avoir récupéré la phase solide, nous faisons un lavage à l'eau pour enlever toutes les impuretés qui s'y trouvent. Pour finir, nous effectuons une CCM pour s'assurer de la transformation complète des produits initiaux en produits finaux. Ainsi, nous pouvons calculer le RF. Maintenant, je vais vous parler des micro-ondes. Les micro-ondes sont des ondes qui permettent de réduire le temps de réaction d'une solution. Durant cette dernière, l'énergie provenant de la rotation moléculaire, qui est due à la polarité des molécules présentes, génère ainsi une énergie interne. Les molécules améliorent non seulement le rendement, mais ainsi la possibilité de travailler sans solvant en augmentant la vitesse de réaction et réduire le temps de chauffage. C'est aussi une méthode plus verte que le chauffage thermique. Et la RMN, quant à elle, c'est une méthode d'analyse qui nous a permis d'analyser nos différents produits. Son mode de fonctionnement est semblable à l'IRM dans le cadre de la médecine. La RMN, qui signifie résonance magnétique nucléaire, est une technique d'analyse qui permet de déterminer la structure d'une molécule organique. Et ici, nous avons un spectre RMN qui comporte des pics ou toute une série de pics qu'on appelle des signaux correspondant à la résonance des différents protons présents dans cette molécule. Ces signaux sont placés sur un axe horizontal indiquant une grandeur appelée déplacement chimique, noté delta exprimé en partie par million. Ce dernier dépend de l'environnement chimique de la molécule. Dans cette RMN, on a le premier pic qui correspond au pic du solvant déterré, et le deuxième, c'est celui de l'eau. Le troisième, c'est en multiplié, ça veut dire qu'il y a, par exemple, d'un côté, il faut voir un atome d'hydrogène, et de l'autre,
3 atomes d'hydrogène plutôt. Et le 4e et le 5e sont des multiples doublés, sont des doublés car il ne voit qu'un seul atome d'hydrogène. Et le dernier, c'est en singulier parce qu'il ne voit qu'un atome d'hydrogène. Ainsi, vous pourriez vous demander pourquoi nous avons fait ces expériences et pourquoi nous avons appris tout cela. En fait, cette année, nous posons les bases des années qui vont venir. Nous avons appris les bases des méthodes scientifiques et d'expérimentation, ainsi que de nombreuses connaissances sur les antimicrobiens et sur les inhibiteurs en général. En effet, notre objectif à nous, c'est de trouver un moyen de contourner les nouvelles défenses qu'ont acquises les microbes ces dernières années et les nouvelles résistances. Donc pour ce faire, nous devons faire de nombreuses expériences comme ceci et comprendre comment marche une synthèse. Merci à tous de nous avoir écoutés.